Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. Imaginez un peu la scène. On a une jeune tueuse à gages, élevée à la dure, littéralement programmée depuis l'enfance pour ne ressentir absolument aucune émotion. Et puis, du jour au lendemain, sa vie entière bascule. Pas à cause d'une fusillade ou d'une mission qui tourne mal, non, mais à la suite d'une greffe du cœur. Dans ce décryptage, on va analyser un voyage psychologique complètement fascinant, où l'éveil émotionnel de cette jeune femme, Xiang Ying, est déclenché par l'organe même qui bat dans sa poitrine. Le contraste entre son monde brutal d'assassin et la vulnérabilité d'un cœur qui s'éveille à l'amour est tout simplement saisissant. Alors ça nous amène à une question qui donne un peu le vertige, et c'est vraiment le cœur battant de toute cette histoire. Quand on porte le cœur de quelqu'un d'autre, à qui appartient l'amour qu'on ressent soudainement? C'est un paradoxe fou. On prend un concept presque surnaturel et on l'ancre dans un truc universel et super douloureux, la beauté et l'agonie d'un tout premier amour. Toute la lutte de Xiang Ying va être de démêler ce qui vient du fantôme de sa donneuse, de ce qui vient vraiment d'elle. Chapitre 1, un écho du passé. Voyons tout de suite comment un simple hasard déclenche ce grand mystère. Ce qui chamboule tout, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. En fait, quand Xiang Ying croise un dessinateur de portraits qui, lui, attend le retour de Maman Kaori depuis 7 longues années, cette fameuse mémoire s'éveille et avec une violence inouïe. Ce n'est pas juste un petit coup de blues, c'est viscéral. Des larmes coulent sans aucune raison, elle a des douleurs fantômes, la gorge nouée. C'est un choc total qui la plonge dans une crise d'identité profonde, parce que des souvenirs hyper intimes qui ne sont pas du tout les siens commencent à prendre le contrôle de sa propre tête. Et là où ça devient passionnant, c'est quand elle découvre le chef-d'œuvre inédit de l'artiste. En regardant ce portrait caché de Kaori, Xiang Ying perçoit une vulnérabilité et une solitude immense, des choses que Kaori masquait toujours derrière ses sourires légendaires. Ce portrait, c'est l'électrochoc. Son cœur transplanté s'en bat littéralement pour le premier amour de la femme à qui il appartenait. Ça crée un véritable tourbillon émotionnel, un mélange indémêlable entre ses propres sensations naissantes et les souvenirs enfouis de Kaori. On passe au chapitre 2, la fièvre des sentiments. C'est là que la situation prend une tournure presque médicale pour notre héroïne. Essayez de vous mettre à sa place. Pour une ancienne tueuse qui connaît l'anatomie humaine sur le bout des doigts, se retrouver complètement impuissante face à un simple coup de foudre, c'est terrifiant. Elle est persuadée d'être physiquement malade. Son cœur s'emballe dès qu'elle pense à l'artiste, elle a de la fièvre. Cette confusion totale la pousse à errer en transe jusqu'à la galerie d'art. Et pendant ce temps, une observatrice comme Saeko capte tout de suite le truc. Elle est même super enthousiaste parce qu'elle sait que ce n'est pas un virus mortel, c'est juste l'éclosion d'une vraie jeune fille. Et l'expression « typhon émotionnel dévastateur » tombe vraiment à pic. Il y a une ironie fabuleuse dans tout ça. Cette émotion refoulée finit par créer une véritable explosion dans l'appartement. D'un côté, on a des mercenaires légendaires comme Ryo et Falcon, des gars capables de traverser des fusillades en buvant un café. Et de l'autre, on les voit totalement tétanisés par la crise d'angoisse d'une adolescente. C'est drôle, mais c'est surtout la preuve éclatante que tout ce chaos, ce n'est rien d'autre que l'émergence maladroite de son humanité. Ce qui nous amène au chapitre 3, l'alliance des pères protecteurs. Regardons comment cette crise bouscule les figures d'autorité autour d'elle. Le contraste de leurs réactions est génial à analyser. On a le père adoptif, Ryo, qui pleure en silence, terrifié à l'idée que cette puissance émotionnelle ne transforme Xiang Ying en folle furieuse au premier rejet. Et de l'autre côté, le père biologique, Li Qianlong. Le genre de boss redoutable qui saute dans son jet privé à Taïwan, annule tout son agenda juste pour venir protéger le petit cœur fragile de sa fille. C'est un front parental massif. 2 hommes ultra dangereux transformés en papa-poule complètement dépassés. Mais au fond, malgré la panique, il réalise que cette instabilité est un cadeau inestimable. Ça prouve que Xiang Ying a définitivement lâché sa vieille carapace d'assassin. La machine à tuer a disparu, remplacée par une jeune femme vulnérable. Et pour ses pairs, c'est bouleversant, parce qu'ils voient survivre en elle l'amour inconditionnel de Kaori. Accepter cette souffrance liée à l'amour, c'est la preuve ultime qu'elle est devenue pleinement humaine. Chapitre 4, la vérité de l'artiste. C'est le moment charnière, celui où l'on ne peut plus faire demi-tour. Si on enlève toutes les intrigues et les complots de l'histoire, il reste une simplicité désarmante. Elle se tient là, ultra vulnérable, et prononce ces 3 mots. « Je vous aime ». Enfin, disons plutôt que pour quelqu'un qui a passé sa vie dans l'ombre à cacher la moindre faiblesse, s'exposer comme ça, c'est un courage monumental. C'est un point de non-retour pour son évolution. Elle décide d'assumer à 100% la solitude et le risque de ce qu'elle ressent. Sauf que la réalité en face est difficile à encaisser. Yoshiki est coincé. Évidemment qu'il voit l'écho de Kaori en elle, mais il ne peut percevoir Xiang Ying que comme une enfant, malgré son visage de jeune femme.
Et le détail le plus tragique, c'est qu'il se dit techniquement incapable de la peindre. La superposition de ces deux âmes, ce clignotement entre Kaori et Xiangying, ça la rend insaisissable sur la toile. Sous la pression de partir à Paris, il maintient un fossé qui est tout simplement insurmontable. La façon dont ça se termine est pourtant magnifique. En offrant ce fameux portrait à Xiangying avant de partir, Yoshiki accomplit une vieille promesse. Il ne lui donne pas juste une peinture, il la valide officiellement comme étant la véritable famille de Kaori. C'est la résolution de tout un arc narratif. Par ce geste, il permet à Kaori de reposer en paix, souriant à travers le regard émerveillé de la jeune fille. La boucle est parfaitement bouclée. Allez, dernier chapitre, le chapitre 5, naissance d'une identité propre. C'est ici qu'on passe des adieux déchirants à l'acceptation de soi. Le rythme s'emballe complètement, comme dans un film. On a cette course à perdre l'haine dans la gare de Shinjuku. Et là, le miracle classique, mais tellement efficace, une panne de signaux qui retarde le train, offrant quelques minutes suspendues dans le temps. C'est à ce moment précis que Yoshiki lui fait la promesse de revenir un jour, peindre la vraie Xiangyang, quand ces deux cœurs ne feront plus qu'un. Quand l'appel pour le vol Air France retentit, ce ne sont plus des adieux tristes, mais l'attente hyper positive d'une future réunion. Après cette tempête, place à l'introspection. Le grand défi maintenant, c'est de faire la part des choses. Qu'est-ce qui relève de la mémoire héritée, comme par exemple se mettre soudainement à aimer le café sans raison? Et qu'est-ce qui relève de sa propre croissance personnelle? Guidée par la petite voix intérieure de Kaori, Xiangying comprend un truc vital. La peine énorme qu'elle ressent suite à ce départ, c'est la sienne. Elle doit s'approprier ses émotions. Accepter de souffrir par amour, c'est la preuve ultime qu'elle est vivante. Et on ne peut pas passer à côté du sacrifice des pères dans cette phase de guérison. L'histoire du café est incroyable. Ryo passe une année entière à travailler en silence sur la technique parfaite pour préparer le café de Kaori, juste pour soutenir sa fille adoptive, sans l'étouffer. C'est ça l'amour paternel. S'effacer doucement dans l'ombre et regarder, avec une immense fierté, son enfant apprendre enfin à préparer ce café toute seule. C'est par ces petits actes qu'elle forge son identité de femme. Pour conclure ce décryptage, on peut se poser cette question essentielle. Les échos de notre passé ou de ceux qu'on a aimés ne sont pas là pour nous emprisonner. Au contraire, c'est la fondation sur laquelle on construit qui l'on est vraiment. Le cheminement de cette jeune héroïne, qui apprend à ressentir à travers le cœur d'une autre, résonne en chacun de nous. Comment l'héritage émotionnel qu'on porte façonne-t-il notre propre façon d'aimer? C'est une pensée fascinante et c'est sur cette belle réflexion que s'achève notre histoire d'aujourd'hui.